Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. On est maintenant près de 90 là, à être branchés. Alors, mon nom est Nathalie Labonté. Je suis conseillère en communication à l'Institut national de santé publique du Québec. Alors, une petite histoire, nous organisons là, cette série de webinaires-là sur les changements climatiques et la santé. C'est notre première année avec l'appui financier là, du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Ces webinaires sont une occasion de rencontre entre le milieu de la recherche, les acteurs de santé publique et les intervenants de la société civile qui disposent de leviers d'action pour l'adaptation au changement climatique. La présentation d'aujourd'hui abordera la vulnérabilité à la chaleur des travailleuses et des travailleurs dans 5 provinces du Canada, soit le Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Il s'agit de notre dernier webinaire de cette année. La présentation durera environ 40 à 45 minutes. Vos caméras, vos micros ont tous été fermés. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'écrire vos questions dans la fenêtre de clavardage au fur et à mesure de la présentation. Le webinaire sera également enregistré et déposé sur le site de l'INSPQ. Il sera donc possible de le visionner en différé et de le relayer dans vos propres réseaux. Je vous présente maintenant notre conférencière. Alors, il s'agit d'Ariane Adam-Poupard. Elle a obtenu son doctorat en santé publique de l'Université de Montréal en 2014. Ses travaux de thèse ont porté sur les effets potentiels des changements climatiques sur la santé et la sécurité des travailleurs au Québec. Elle est maintenant conseillère scientifique spécialisée à l'INSPQ et a réalisé de nombreux projets de surveillance et de recherche dans le domaine des zoonoses et de l'impact sanitaire des changements climatiques, tant sur la population générale que chez les travailleurs. Elle est aujourd'hui la responsable scientifique du programme d'adaptation du travail au changement climatique de l'unité de santé au travail à l'INSPQ et elle coordonne également l'équipe zoonose de l'INSPQ. Alors, Ariane, sans plus tarder, à toi la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Et je vais me fier sur toi, Nathalie, pour m'assurer que tout le monde voit bien ma présentation. Est-ce que c'est bien le cas? C'est bien le cas. C'est bien le cas. On m'entend bien aussi? Tout à fait. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. Bon appétit. On va commencer comme ça et merci pour la présentation, Nathalie. Ça me fait bien plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour prendre un petit temps d'arrêt ensemble pour vous parler des changements climatiques, des impacts de la chaleur et particulièrement sur les travailleurs du Québec et du Canada. Alors, ma présentation, attendez, je pense qu'il y a l'air d'avoir un petit délai. Ah voilà. Alors, pour la prochaine heure, en fait, on va parler de 2 sujets. Le premier, c'est que je vais vraiment prendre le temps de vous partager plusieurs informations sur un projet de recherche que nous avons réalisé à l'INSPQ, financé par Santé Canada. Donc, je vais vous parler du contexte du projet, les objectifs généraux spécifiques, je vais faire un survol de la méthodologie, je vais vous présenter les principaux résultats et quelques éléments pour les interpréter. Et ensuite, je vais vous présenter quelques éléments qui vont vous permettre d'en apprendre davantage si c'est un sujet qui vous intéresse. Et dans un deuxième temps, je vais quand même prendre le temps de vous présenter notre programme scientifique sur l'adaptation du travail au changement climatique de l'INSPQ. C'est un programme qui est en cours depuis 2017 et on a fait énormément de travaux. Donc, je pense que ce midi, c'était un peu l'occasion de pouvoir vous présenter tout ce qu'on a fait et vous allez probablement trouver des éléments intéressants pour votre pratique. Commençons donc par le projet de recherche que je souhaitais vous présenter. Je commence d'emblée en vous indiquant que je suis celle qui vous présente le projet aujourd'hui, mais qu'il y a toute une équipe de recherche qui m'a accompagnée dans ce projet-là. C'est un énorme projet qui s'est déroulé entre 2017 et 2021. Et c'est un projet à la fois qui a permis là, à plusieurs directions de l'INSPQ de travailler ensemble, mais aussi à plusieurs partenaires, puisque, comme vous voyez bien, dans l'équipe de recherche, on avait des gens de Santé Canada, de l'INRSST, de l'Université de Montréal, d'Ouranos. Et j'ajoute ici également plusieurs collaborateurs également entre Santé Canada et Ouranos et le financement par Santé Canada. Donc, je tiens surtout à dire que derrière moi, il y a toute une équipe qui a travaillé extrêmement fort pour arriver à terminer ce beau projet.
Le projet visait donc, comme l'a mentionné Nathalie, à documenter les impacts de la chaleur chez les travailleurs au Canada. Et pourquoi on a choisi de faire ce projet-là? Bien, d'abord, comme vous le savez, parce que les impacts du réchauffement climatique vont s'avérer particulièrement importants pour le Canada. En fait, la température moyenne au Canada se réchauffe 2 fois plus rapidement que la température moyenne mondiale. Donc, c'est sûr que de ce réchauffement-là, on subit des impacts sur notre santé. Si je vous donne quelques données peut-être pour le Québec, on s'attend au Québec à des augmentations entre 2 et 6 degrés, selon là où on se retrouve au Québec, pour la période 2040-2070 par rapport à la période 1970-2000. Autre élément en lien avec le réchauffement des changements climatiques que vous avez probablement tous constaté, c'est qu'on a de plus en plus de vagues de chaleur. Elles sont plus fréquentes, elles sont plus sévères et elles apparaissent des fois à des moments un peu inattendus, plutôt au printemps ou encore plus tard à l'automne. Les associations entre la chaleur et les problèmes de santé, notamment la mortalité et la morbidité, ont été bien documentées pour la population générale et ce depuis de nombreuses années. Même au Québec, l'équipe de Lebel notamment a documenté qu'en période de vague de chaleur, on observe des augmentations au niveau des transports ambulanciers, au niveau des admissions à l'urgence et également au niveau des décès. Ces informations-là, ces associations-là, on les connaît bien moins chez les travailleurs et les travailleuses. Pour ma part, j'ai réalisé des projets dans le cadre de mon doctorat là, où on étudiait ces associations-là en 2014-2015 pour le Québec uniquement. Et il y a d'autres travaux qui ont été faits à travers le monde, mais ça reste quand même des travaux un peu par-ci, par-là. Là. Il n'y a pas autant d'informations et de documentation que pour la population générale. Et clairement, au début de ce projet-ci, pour le Canada, nous n'avions aucune connaissance sur ces associations-là entre la température et la morbidité professionnelle. Et on ne savait surtout pas quels seraient les impacts du réchauffement climatique sur ces associations-là. C'est ce qui nous a donc motivés à mettre en place un projet qui a d'abord été une première étude sur l'association température-morbidité professionnelle qui couvrait 5 provinces canadiennes. On va voir en détail un peu plus tard les provinces. Ça a été aussi une première étude qui a permis de faire des projections des lésions professionnelles en lien avec les changements climatiques. Et ça a été aussi une première étude qui a utilisé les scénarios climatiques d'Ouranos pour estimer des impacts futurs des changements climatiques sur la santé des travailleurs et des travailleuses. Avant de tomber dans le vif du sujet, je voulais revenir sur certains éléments de contexte, je pense pour vous sensibiliser au fait que cette recherche-ci était quand même extrêmement importante à faire. D'abord, un petit rappel sur les effets de la chaleur chez les travailleurs. Les effets de la chaleur sont multiples. Moi, je vous présente ici 2 grands types d'effets qui sont importants dans le cadre de la recherche que je vous présente. Donc, on sait que la chaleur va entraîner chez les travailleurs différents problèmes de santé. Ces problèmes-là vont de l'épuisement, mais peuvent se rendre jusqu'au décès. Donc, épuisement, crampes, syncope, fatigue, coup de chaleur et décès. L'autre grande catégorie d'effets reliés au changement reliés à la chaleur, excusez-moi, ce sont les accidents professionnels qui sont causés par de l'inconfort physique, par la détérioration des performances psychomotrices, par de la fatigue et par une diminution de la vigilance. Donc, on le sait tous, quand il fait chaud à l'extérieur, on n'est pas nécessairement à notre summum de vigilance. On n'est pas très confortable, on peut être fatigué. Les nuits peuvent être plus difficiles si on est en période de vague de chaleur, on ne se repose pas bien la nuit. Et donc, l'ensemble de ces facteurs-là peuvent faire qu'on se retrouve dans un état où on est un peu moins alerte et où, effectivement, on peut avoir des accidents de travail. Autre élément de contexte qui m'apparaissait vraiment important à vous présenter, c'est quelques données sur ce qui se passe au Québec en termes d'impact de la chaleur sur les travailleurs. Donc, la CNESST nous a déjà indiqué en 2015 qu'il y avait environ 22 travailleurs par année qui étaient victimes d'un coup de chaleur qui résultait du travail à la chaleur. Il y a également nos collègues de la DSP de l'Estrie qui ont vécu une vague de chaleur en 2018 et qui, lors d'un webinaire organisé pour le réseau de la santé publique en santé au travail,
ont pris le temps de nous expliquer quels avaient été les impacts de cette vague de chaleur-là chez les travailleurs de leur région. Alors, vous avez quelques données ici. D'abord, parmi les 64 personnes qui ont fait l'objet d'un signalement pour un problème de santé relié à la chaleur, 14 d'entre eux étaient des travailleurs. Et je pense que les éléments intéressants à savoir, c'est que parmi ces 14 travailleurs-là, la majorité étaient des hommes. La grande majorité, donc 11 travailleurs sur 14, étaient des jeunes travailleurs âgés de moins de 44 ans. La moitié de ces travailleurs-là étaient des gens pour lesquels on n'avait aucune information sur des conditions préexistantes de santé. Et la grande majorité de ces travailleurs-là étaient des gens qui travaillaient dans des industries où les activités se faisaient à l'intérieur, ce qui semble quand même moins logique quand on pense à des problèmes de santé mais reliés à la chaleur. Mais effectivement, même pour les travailleurs qui sont en intérieur, ils peuvent subir des impacts reliés à la chaleur. Autre statistique, et je dois dire que moi-même, j'ai été surprise quand j'ai fait cette petite recherche dernièrement. Je suis allée voir s'il y avait eu des travailleurs décédés au Québec par coup de chaleur au cours des dernières années et j'ai pu recenser des décès en 2018, en 2019 et en 2021. Donc, je pense qu'avec tout ça, vous avez suffisamment d'éléments pour comprendre qu'une étude et un projet de recherche qui porte sur les impacts de la chaleur chez les travailleurs est nécessaire pour essayer d'améliorer la situation que vous voyez maintenant. Nathalie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu Oui, j'ai souhaiterais une mentionner? question d'une Oui. participante. Martine te demande, concernant les effets à la santé, j'ai vu dernièrement qu'il y avait une association significative entre le travail à la chaleur et l'hémodialyse, y compris les travailleurs de la construction et les cuisiniers. Avez-vous regardé ce type d'effet à la santé? Non, je n'ai pas regardé ce type d'effet à la santé dans l'étude. Par contre, on va revenir sur des travailleurs comme les travailleurs du secteur de la construction et dans les cuisines, mais non, au niveau des problèmes d'hémodialyse. Mais le commentaire est excellent parce que moi, je vous présente deux effets, deux principaux effets là, de la chaleur sur la santé des travailleurs, mais il y en a d'autres. Une exacerbation des problèmes cardio-respiratoires, par exemple. On sait aussi, on suppose qu'il doit y avoir des effets quand les travailleurs sont exposés à la chaleur, mais sont aussi exposés à des produits chimiques. Pensons aux travailleurs l'été qui travaillent sur l'asphalte pour lequel il y a énormément de vapeurs de produits chimiques qui sont émises de par leur tâche professionnelle et exposés à la température aussi. On suspecte grandement qu'il devrait y avoir des interactions là, entre cette co-exposition, contrainte thermique et contrainte chimique. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question. Je vais me permettre de continuer. C'est correct, Nathalie? Je pense que oui. C'est bon. Super. Alors, on plonge dans l'étude, on plonge un peu plus dans l'objectif de la recherche, qui était en fait de produire des connaissances sur la morbidité professionnelle attribuée à la chaleur au Canada afin de soutenir les décideurs et d'orienter les efforts de prévention. C'était l'objectif général. On a donc poursuivi trois objectifs spécifiques. Le premier, établir les associations entre la température extérieure estivale et le nombre de personnes indemnisées par jour pour des problèmes de santé liés à la chaleur, comme les insolations, les syncopes, la fatigue et l'œdème, mais pour également des problèmes, des blessures d'origine traumatique, comme des fractures, des coupures et des blessures. Ces associations-là, nous les avons établies sur des périodes estivales, donc mai à septembre, pour une quinzaine d'années, entre 2001 et 2016, et pour 5 provinces canadiennes, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta. En fait, initialement, le projet couvrait 6 provinces, mais nous n'avons pas réussi à recevoir toutes les données à temps pour la Colombie-Britannique. Donc, on vous présente aujourd'hui les résultats pour 5 provinces. Le deuxième objectif spécifique, c'était de vérifier si l'impact de la température sur la morbidité professionnelle est plus important pour certains groupes. Donc, plus importante chez les hommes par rapport aux femmes, par exemple, chez les jeunes travailleurs par rapport aux travailleurs plus âgés, ou encore chez les travailleurs provenant d'industries, donc d'activités de secteur économique dont les activités se passent majoritairement à l'extérieur par rapport à des secteurs où les activités se passent majoritairement à l'intérieur. Le troisième et dernier objectif spécifique, c'était d'estimer le nombre de personnes qui pourraient être indemnisées par jour pour ces problèmes de santé en 2050 si on considère le réchauffement climatique qui est projeté pour 2050.
Alors, je vais regarder avec vous la méthodologie quand même très brièvement pour vous donner une petite idée. Donc, je vous présente 2 diapos sur la méthodologie. La première, c'est vraiment la méthode qu'on a utilisée pour établir les associations entre la température et les morbidités professionnelles. Donc, ce que nous avons fait, ce sont des séries temporelles. Donc, on a vraiment mis en commun des données sanitaires avec des données météorologiques qu'on a modélisées par la suite à l'aide de modèles JLM et GE. Pour les données sanitaires, ce que nous sommes allés chercher, ce sont les données des fichiers d'indemnisation des commissions des accidents du travail, donc les équivalents de la CNESST, en fait, la CNESST et les équivalents de la CNESST pour les autres provinces. Et dans ces fichiers de données-là, nous sommes allés chercher des informations sur les travailleurs qui avaient été indemnisés pour des problèmes de santé reliés à la chaleur et pour des blessures d'origine traumatique. Et à même ces fichiers de données-là, on était en mesure d'avoir des informations sur la date de la lésion, le lieu de travail du travailleur qui avait subi une lésion, des caractéristiques sur le travailleur, son sexe, son âge et des caractéristiques sur la lésion qui s'était produite. Donc, avec l'ensemble de ces données sanitaires-là, nous sommes ensuite allés chercher des données météorologiques. Et pour ce faire, nous avons utilisé un fichier de données qui s'appelle DayNet. Donc, c'est le Daily Surface Weather and Climatology Summaries. C'est un énorme fichier accessible gratuitement qui permet d'avoir des données par 1 km² pour l'ensemble de l'Amérique du Nord depuis 1980. Donc, imaginez, nous sommes allés chercher pour l'ensemble des journées de notre période d'études et pour l'ensemble de notre territoire à l'étude, des températures à tous les jours pour des surfaces de 1 km². Puis ensuite, on a agrégé ça par région économique et par province. On a étudié 2 types d'indicateurs thermiques. Le premier, c'est le Tmax, donc c'est la température qu'on voit sur notre thermomètre, mais on a choisi la température maximale par jour. Et on est aussi allé chercher des données météorologiques qui nous ont permis d'estimer un indicateur qui est le WBGT, le Wet Bulb Globe Temperature, qui est un indicateur de température qu'on utilise plus souvent en santé au travail parce qu'il intègre différents éléments comme l'humidité, comme la radiation solaire, comme le vent. Et donc, il est un peu plus représentatif de notre perception de la chaleur par rapport à la température on dit la température sèche, là, le Tmax. Donc, on a utilisé ces 2 indicateurs de température-là pour faire nos modèles. Et ensuite, on s'est donc lancé dans la modélisation et nous avons fait des associations. Nous avons établi les associations qui ont été exprimées par ratio de taux d'incidence du nombre de lésions par jour par 1 degré Celsius pour le Tmax, pour le WBGT. Et ces associations-là ont été établies par région économique, par province, puis ensuite, on a stratifié par sexe, par âge et on a aussi vérifié la différence entre les secteurs extérieurs et intérieurs. La deuxième partie de la méthode, qui est vraiment celle où on a essayé de projeter le nombre de travailleurs qui seraient indemnisés dans le futur, pour ce faire, on s'est tourné vers Ouranos. Ouranos nous ont produit des données de température pour 2 périodes différentes, donc pour une période de référence qui est entre 1997 et 2016 et qui est finalement à peu près la même période sur laquelle on a établi nos associations, donc à la diapositive précédente, et également pour une période future, donc 2041-2060, qui est une période qui représente notre horizon de 2050. Ouranos, pour produire ces températures-là, ils ont utilisé donc 5 modèles globaux et 3 modèles régionaux et ils ont fait des projections de température à l'aide de 2 scénarios de forçage, donc les fameux scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ils ont projeté des températures en utilisant le RCP 4.5, qui est finalement un scénario optimiste d'émissions de gaz à effet de serre, et le RCP 8.5, qui est un scénario pessimiste d'émissions de gaz à effet de serre. Peut-être pour vous donner un peu plus d'idées. Donc, le scénario optimiste, c'est un scénario qui nous dit d'ici 2040,
les émissions de gaz à effet de serre vont continuer à augmenter, mais à partir de 2040, elles vont diminuer, alors que le RCP 8.5, qui est plutôt pessimiste, nous dit que les émissions de gaz à effet de serre vont tout simplement continuer à progresser à travers le temps. Donc, une fois qu'on avait ces informations-là au niveau des températures pour la période de référence et pour la période future, on a pu calculer une différence de température attendue entre le temps de référence et le temps futur. Et c'est cette différence de température-là qu'on a pu ensuite ajouter dans nos modèles, ce qui nous a permis donc d'estimer un nombre de travailleurs indemnisés si on considère ces hausses de température. Et on a pu évaluer ces augmentations de travailleurs indemnisés par région économique, mais également par province en faisant la sommation de l'ensemble des régions économiques de chacune des provinces. Alors, on va passer aux résultats et à l'interprétation. La première chose qui est quand même très, très importante à vous mentionner, c'est que dans les prochaines diapositives, vous allez voir des résultats pour chacune des provinces. Par contre, il faut faire très attention. On ne peut pas se permettre de comparer les résultats d'une province à une autre parce qu'il y a d'abord des différences au niveau de la réglementation et des lois, mais aussi entre les régimes de santé et de sécurité de chacune des provinces. Et on a pu même l'observer à travers le projet, qu'il y avait vraiment des différences, même dans la façon dont les données étaient saisies ou classées par chacune des commissions des accidents du travail. Par contre, je me permets de vous présenter les résultats de chacune des provinces dans une même diapositive parce que vous allez être témoin comme moi du fait que les grands constats de l'étude sont similaires d'une province à une autre. Alors, on commence. Qu'en est-il des résultats sur les problèmes de santé liés à la chaleur? Donc, les associations qu'on a étudiées pour les problèmes de santé reliés à la chaleur pour les 15 années à l'étude. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un tableau qui présente les résultats. Vous avez chacune des colonnes qui présentent les résultats pour chacune des provinces. Ce que vous avez ici, là, entre parenthèses, c'est le nombre de lésions, donc le nombre de travailleurs qui ont été indemnisés pour la période à l'étude, donc de 2001 à 2016. Et on se rappelle que ce sont vraiment les périodes estivales que nous avons étudiées. Regardez pour le Québec. Nous avons aussi donc des informations des associations qui ont été établies pour le TMAX et pour le WBG-TMAX. Ce que nos données veulent dire ici, c'est qu'au Québec, il y a à chaque augmentation de 1 degré Celsius, 34 de plus de travailleurs qui sont indemnisés pour des problèmes de santé reliés à la chaleur. Ça, c'est la statistique ou c'est l'association qui a été évaluée à l'aide de notre indicateur TMAX. Quand on regarde notre indicateur de chaleur, qui est vraiment plus représentatif de la température perçue, on a encore un pourcentage qui est plus élevé. Donc, on tombe à 41 d'augmentation de travailleurs indemnisés par augmentation de 1 degré Celsius. Et vous voyez comme moi qu'il y a quand même une tendance à travers les résultats qu'on voit pour chacune des provinces. Donc, de façon générale, pour les problèmes de santé liés à la chaleur, nous avons pu observer qu'il y avait des augmentations qui étaient largement comparables pour les régions économiques de chacune des provinces. Et par contre, nous n'avons pas été en mesure d'observer des différences entre les sexes, d'observer des différences entre les classes d'âge chez nos travailleurs et d'observer des différences entre les secteurs où la majorité des activités se passent à l'extérieur par rapport au secteur où la majorité des activités se passent en intérieur. Oui, Nathalie? J'apparais quand il y a une petite question pour toi. Oui. Il y a Louise Patrick qui nous demande si vous avez tenu compte du type de travail effectué dans ton association. Non, non, malheureusement, parce que les fichiers des données ne nous permettaient pas d'avoir une information aussi précise. Par contre, pour faire une réponse courte, dans les travaux qu'on a fait en 2014-2015, qui sont publiés, puis je vous donne les informations un peu plus tard, là, on a quand même essayé d'avoir des informations un petit peu précises pour essayer de classer les travailleurs à l'aide du code de profession et pour voir est-ce que le travail manuel par rapport au travail mixte ou du travail moins manuel permettait d'expliquer les différences dans les associations qu'on pouvait observer.
mais je n'irai pas plus loin dans la réponse. Pour l'étude actuelle, nous n'avons pas été en mesure de distinguer les tâches des travailleurs aussi précisément. Merci, je disparais. C'est tout beau. C'est fun, ça donne l'impression qu'il y a un dialogue plutôt que juste une présentation. Ça rend la chose plus agréable. Merci, Nathalie. Alors, continuons. Pour les résultats au niveau des blessures d'origine traumatique, vous avez exactement un tableau similaire au précédent. Bien sûr, il y a beaucoup plus de blessures d'origine traumatique qui ont été recensées que de problèmes de santé reliés à la chaleur, parce qu'on était vraiment dans quelque chose de plus spécifique quand on parlait des problèmes de santé reliés à la chaleur. Donc, pour le Québec, vous voyez encore nos associations qui ont été établies à l'aide du TMAX et à l'aide du WBGTMAX. Donc, pour le Québec, on a observé une augmentation de 0,2 % des lésions à chaque augmentation de 1 degré Celsius pour le TMAX. Et ce fut la même chose pour le WBGTMAX. Ce pourcentage-là peut sembler très peu. Par contre, il touche une grande proportion de travailleurs. Si vous regardez notamment là, le nombre de lésions ou de travailleurs qui ont été indemnisés pendant 15 ans au Québec pour ce type de blessure. Donc, ça demeure des effets qui sont non négligeables, même s'ils ne sont pas aussi percutants que ce que vous avez pu observer pour les problèmes de santé reliés à la chaleur. Encore une fois, vous pouvez voir une certaine tendance là, entre les résultats de chacune des provinces. Pour les blessures d'origine traumatique, donc de façon générale, on a pu observer des augmentations qui étaient largement comparables aussi pour les régions économiques. Et en plus, on a pu observer des associations ou donc des effets de la chaleur qui étaient plus importants chez les hommes, qui étaient plus importants chez les jeunes travailleurs, donc la catégorie d'âge 15-24 ans, et qui étaient plus importants chez les personnes qui œuvrent dans des industries extérieures. Nathalie? Je réapparais pour la question d'Alexandre Demers qui te demande, est-ce une relation linéaire? Là, on retourne dans l'autre diapo, blessure par degré Celsius. Oui, alors la réponse courte, c'est oui, effectivement. On a testé d'autres types de relations et on a pu observer que c'est une relation linéaire qui fonctionnait le mieux pour nos modèles. Par contre, je me permets de dire, si vous voulez avoir plus de détails au niveau de la méthodologie, vous allez trouver abondamment d'informations dans les rapports qui sont publiés. Pour l'instant, je vais un petit peu plus de façon générale puisque je souhaite vraiment couvrir l'ensemble des informations, couvrir plusieurs informations qui sont d'intérêt pour tous. Ici, vous avez donc les informations en lien avec les projections climatiques d'ici 2050. Encore une fois, vous voyez les informations pour chacune des provinces. Et ce que veut dire les pourcentages identifiés, ce sont les pourcentages d'augmentation des lésions entre la période de référence, donc on pourrait dire la période actuelle, et la période future de 2050. Encore une fois, vous avez les augmentations calculées pour nos deux indicateurs thermiques, donc pour le TMAX et pour le WBGT. Concrètement, ce qu'on voit ici pour le Québec, c'est qu'entre la période de référence et la période 2050, on aurait une augmentation de 84 % des lésions professionnelles, 85 % pour le WBGT et pour le scénario, excusez-moi, donc les données que je vous donne ici, ce sont vraiment pour notre scénario optimiste, donc pour le RCP 4.5. Et par contre, pour le scénario pessimiste, donc le RCP 8.5, on aurait des augmentations de 122 % pour le TMAX et puis de 129 % pour le WBG-TMAX. Je vous ai traduit en chiffres ce que ça veut dire pour le 84 % et pour le 122 %. Donc, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que le nombre de ces problèmes de santé liés à la chaleur par année, durant les périodes estivales, passerait de 21 au temps de référence à 39 au temps futur pour le scénario RCP 4.5 et de 21 au temps de référence à 47 au temps futur pour le RCP pessimiste, donc le RCP 8.5.
vous voyez encore comme moi, pour le reste, qu'on peut quand même observer une tendance pour l'ensemble des estimations qu'on a faites pour chacune des provinces canadiennes. Donc, je fais un petit retour sur les résultats parce que j'ai quand même nommé beaucoup de chiffres et montré beaucoup de choses. Essentiellement, pour les problèmes de santé reliés à la chaleur, on a pu observer qu'à chaque augmentation de 1 degré Celsius, on a des augmentations entre 28 et 41 des problèmes de santé reliés à la chaleur quand on faisait l'estimation avec le TMAX et entre 41 et 51 quand on faisait l'estimation avec le WBG-TMAX. Ce sont des données pour l'ensemble de l'étude, donc pour l'ensemble des 5 provinces canadiennes. Nous n'avons par contre pas réussi à avoir des réponses définitives quant aux écarts selon le sexe, l'âge et les industries. Par ailleurs, quand on regardait les données et qu'on les projetait dans le futur, pour le scénario optimiste, on s'attend à des augmentations de 73 à 95 pour le TMAX et de 81 à 113 pour le WBGT d'ici 2050. Et pour le scénario optimiste, on parle plutôt d'augmentation entre 110 et 139 pour le TMAX et entre 121 et 165 pour le WBGT d'ici 2050. Pour les blessures d'origine traumatique, on a pu observer des augmentations de 0,2 à 0,4 du TMAX, à l'aide du TMAX par augmentation de 1 degré Celsius ou encore des augmentations entre 0,2 et 0,6 pour le WBGT à chaque augmentation de 1 degré Celsius. Et on a pu observer des différences entre les sexes, entre les groupes d'âge et entre les industries intérieures et extérieures. Nous avons choisi de ne pas estimer les projections futures pour les blessures d'origine traumatique parce que les associations que nous avions établies étaient trop faibles et pas toujours statistiquement significatives, ce qui ne nous permettait pas vraiment de faire des projections et d'avoir des résultats solides et robustes là, pour ce qu'on aurait pu présenter à même les projections. En termes d'interprétation possible, ce que je souhaitais surtout vous présenter, c'est quelques éléments de réflexion qui peuvent expliquer les différences qu'on a pu observer entre les hommes et les femmes, entre les jeunes travailleurs et les travailleurs les plus âgés, et entre les industries intérieures et extérieures. Donc, notamment, les écarts qu'on a pu observer entre les hommes et les femmes peuvent être expliqués par le fait qu'on retrouve on pense avoir une prédominance masculine dans les industries où on retrouve le plus de travailleurs exposés à la chaleur. Pensons notamment aux secteurs pour lesquels les activités se passent à l'extérieur, la construction, la foresterie. Donc, ce sont des secteurs quand même à prédominance masculine. Ensuite, pour la différence qu'on a pu observer entre les jeunes travailleurs et les travailleurs les plus âgés, ce qui est connu et documenté, c'est d'abord que nos jeunes travailleurs sont moins bien formés au niveau de la santé et de la sécurité du travail, sont assurément moins expérimentés. Ce sont des travailleurs qui ont peut-être une moins grande perception du risque et ou qui adhèrent peut-être un petit peu moins aux règles de santé et sécurité au travail. Je pense que tout ça est un peu associé. Puis, finalement, c'est aussi nos jeunes travailleurs qui, pour certains emplois plus manuels, sont ceux à qui on donne les jobs les plus physiquement demandants. Donc, l'ensemble de ces informations-là pourrait expliquer le fait que les effets de la chaleur soient plus importants chez les jeunes travailleurs par rapport aux travailleurs les plus âgés. Finalement, au niveau des différences entre les industries extérieures et intérieures, bien sûr, on peut penser qu'il y a des différences au niveau de l'exposition à la chaleur chez nos travailleurs extérieurs par rapport aux travailleurs intérieurs. On peut aussi penser qu'il peut y avoir des différences au niveau de la prévention ou encore de la culture en santé et sécurité au travail. Par contre, je me permets de vous mentionner que dans l'étude réalisée en 2014, qui a vraiment été faite sur le Québec, on a pu quand même établir qu'il y avait des effets de la chaleur chez les travailleurs des secteurs intérieurs. Et on peut notamment penser aux travailleurs en cuisine, on peut notamment penser aux travailleurs dans des buanderies ou à d'autres types de travail où les travailleurs en intérieur sont exposés à des machines qui génèrent de la chaleur ou des processus qui génèrent de la chaleur
et ou qui sont aussi dans des environnements de travail qui sont moins bien climatisés ou pas suffisamment climatisés. Maintenant, si jamais vous souhaitez en apprendre davantage sur les impacts de la chaleur sur les travailleurs, je vous invite à plusieurs choses. La première chose, vous avez le rapport sur le projet de recherche que je viens de vous présenter, qui est publié en français et en anglais sur le site web de l'INSPQ. Si vous voulez avoir une vision très en synthèse de ce rapport-là, je vous invite aussi à aller lire une petite entrevue que j'ai donnée à Radio-Canada est publié. Donc, vous avez le lien web. Là. Vous allez voir en une page, vous allez avoir les principaux faits saillants de l'étude. Par la suite, si vous souhaitez vous former davantage sur les impacts de la chaleur sur les travailleurs, on a nos collègues de la DSP de l'Estrie qui ont développé et qui mettent à jour une formation en ligne qui est interactive, qui est gratuite. Donc, vous avez le lien pour y accéder. Et c'est une formation qui s'adresse vraiment au milieu de travail, qui va vous présenter à la fois les impacts de la chaleur sur les travailleurs, mais aussi les mesures de prévention à mettre en place dans les milieux de travail. Autre publication qui est ou sont d'intérêt pour vous. La première, c'est la recherche dont je vous ai parlé, donc recherche sur les associations température, morbidité professionnelle au Québec, publiée sur le site web de l'IRSST. Donc, ce sont vraiment les données pour le Québec qui sont présentées là. Et d'autres publications qui s'en viennent à l'IRSST. Donc, l'INSPQ, l'Université de Montréal et l'IRSST ont travaillé ensemble sur un énorme projet qui visait à documenter l'adaptation des milieux de travail aux effets des changements climatiques. Et à travers ce projet-là, il y a tout un volet qui a été fait pour recenser les mesures d'adaptation aux impacts de la chaleur dans les milieux de travail. On a recensé et ou proposé des mesures d'adaptation pour les 50 professions les plus à risque de problèmes de santé reliés à la chaleur ou de blessures reliées à la chaleur. Ces travaux-là ne sont pas publiés encore. On est à l'étape d'évaluation, mais je suis quand même assez confiante que d'ici la fin de l'année, vous allez pouvoir retrouver sur le site web de l'IRSST ces travaux-là. En attendant, si vous tapez le nom de la recherche dans le moteur de recherche de l'IRSST, vous allez quand même pouvoir trouver un descriptif de la recherche. Et comme on parle de différents outils pour en apprendre davantage, je me permets de vous parler un peu plus en détail de ce qu'on fait à l'INSPQ en termes d'adaptation du travail au changement climatique. On a un programme qui s'appelle ATTAC. Donc, vous avez le lien web pour y accéder. C'est un programme qui est en cours depuis 2017, qui a été essentiellement financé à même des subventions de recherche, reçu du Fonds vert, reçu de Santé Canada, reçu de l'Agence de la santé publique du Canada. Puis, on a le ministère de la Santé qui a aussi financé certains projets de ce programme-là. Ce programme-ci, il est développé sur la base de ce grand cadre conceptuel qui présente les effets des changements climatiques sur la santé et la sécurité des travailleurs au Québec. Vous allez retrouver ce cadre conceptuel-là sur la page web de notre programme ATTAC. Et en fait, cette diapositive-ci, ce qu'elle vous démontre, c'est que les effets des changements climatiques chez les travailleurs ne sont pas uniquement causés par la chaleur, mais qu'il y a bien d'autres dangers qui vont être exacerbés avec les changements climatiques, qui vont entraîner des effets sur la santé ou sur la sécurité des travailleurs. Nous avons notamment l'augmentation des zoonoses. Hein. On parle grandement de la maladie de Lyme, mais il y a d'autres zoonoses aussi qui vont être exacerbées avec les changements climatiques et nos travailleurs vont être assurément impactés par ces augmentations de maladies infectieuses. On a aussi la dégradation de l'environnement, la dégradation de la qualité de l'air, que ce soit par l'augmentation des pollens, que ce soit par la diminution de l'augmentation de la pollution atmosphérique. Ce sont des éléments qui éventuellement peuvent causer des problèmes à la santé ou à la santé essentiellement de nos travailleurs. Je vous ai parlé de la chaleur, donc je n'y reviendrai pas. Parmi les dangers aussi qui vont être exacerbés par les changements climatiques, il y a tout ce qui touche les événements météorologiques extrêmes,
comme les inondations, comme les feux de forêt, comme les tempêtes. Donc, ce sont des événements qui vont causer des impacts physiques, mais aussi des impacts psychologiques sur nos travailleurs au Québec. Il y a aussi, parmi les dangers, une augmentation du rayonnement solaire qui va impacter nos travailleurs et qui pourrait notamment causer une augmentation au niveau des cancers cutanés. Au-delà de ces dangers qui sont plutôt directs sur la santé des travailleurs, on a aussi identifié des dangers en lien avec les changements climatiques qui vont impacter la santé et la sécurité des travailleurs de façon indirecte. Donc, de façon indirecte à travers les ressources naturelles ou de façon indirecte à travers le contexte socio-économique. Je vous donne des exemples au niveau des ressources naturelles. On sait, par exemple, qu'avec les changements climatiques, on a de nouveaux insectes qui vont venir s'établir dans nos cultures. Et l'arrivée de ces nouveaux insectes-là pourrait notamment impliquer l'utilisation de nouveaux pesticides ou de quantités plus importantes de pesticides, ce qui pourrait avoir un impact sur la santé de nos travailleurs. Il y a d'autres exemples qui sont documentés et je vous invite donc à aller voir la page web pour pouvoir voir ce lien-là entre les changements climatiques, les ressources naturelles et la santé et sécurité de nos travailleurs. Par contre, je vais quand même prendre le temps de vous donner des exemples aussi d'effets des changements climatiques sur le contexte socio-économique qui va ensuite impacter nos travailleurs. On a notamment identifié les impacts des changements climatiques sur l'environnement bâti. Et pour vous illustrer cet exemple-là, j'aime bien nommer la fonte du pergélisol dans le nord, pergélisol sur lequel on a des routes qui sont établies, on a des pistes d'atterrissage qui sont construites, on a donc différentes structures et à cause de la fonte du pergélisol, ces structures-là se dégradent, ce qui peut causer ou ce qui cause des environnements de travail qui sont quand même plus dangereux pour nos travailleurs dans le Nord. Le dernier impact en lien avec les changements climatiques sur le contexte socio-économique, c'est tout ce qu'on appelle l'émergence des industries vertes. Vous savez, on est beaucoup dans une transition, même au niveau de l'emploi, pour essayer d'avoir des emplois plus verts, des emplois qui vont être meilleurs pour l'environnement. On peut penser aux énergies renouvelables notamment, ou encore au secteur du recyclage, des nouveaux types d'énergie, etc. Et ce sont des secteurs pour lesquels on retrouve des nouveaux risques pour nos travailleurs. Et bien sûr, ces nouveaux risques-là doivent être mieux connus pour mieux protéger nos travailleurs dans ce contexte de transition-là. En fait, la phrase qu'on entend souvent, c'est de dire que les emplois verts peuvent être verts pour l'environnement, mais ils ne sont pas toujours verts pour les travailleurs. Donc, dans notre programme ATTAC, qui est basé sur l'ensemble du cadre conceptuel que je vous ai présenté. Si vous allez visiter la page web, vous allez découvrir différentes informations sur les principales activités que je vous présente ici. Donc, nous avons des rapports de recherche, des rapports de différents projets menés sur la chaleur, comme celui que je vous ai présenté aujourd'hui. Sur les zoonoses, on a notamment établi on a notamment identifié à même un rapport les principaux secteurs d'activité où on retrouverait des travailleurs qui seraient à risque de contracter 14 zoonoses qui ont été priorisées pour le Québec et qui, pour plusieurs d'entre elles, pourraient être exacerbées avec les changements climatiques. Et on a aussi un projet de recherche qui a été mené, qui a permis de documenter les impacts sur la santé psychosociale des travailleurs de différents événements météorologiques extrêmes qui vont être exacerbés avec les changements climatiques, notamment les inondations, les feux de forêt, les vagues de chaleur et les tempêtes. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur notre site web. En plus de projets de recherche, on a aussi développé des différents outils pour supporter les pratiques de santé publique. Les outils qui ont été développés, ce sont des outils sur la maladie de Lyme, donc comment mieux prévenir la maladie de Lyme dans les milieux de travail. On a notamment des feuillets d'information recto-verso, une version pour les travailleurs, une version pour les employeurs. Ils ont été traduits en français, mais ils sont aussi en anglais et en espagnol. Et donc, ce sont des feuillets qui très, très rapidement là, permettent de visualiser quelles mesures peuvent être mises en place dans les milieux de travail pour mieux protéger nos travailleurs. On a aussi une petite formation e-learning tactique-antitique qui vise vraiment
les milieux de travail pour pouvoir mieux protéger nos travailleurs contre des piqûres de tiques. Finalement, sur le site Web, vous allez aussi trouver différents liens pour accéder à des webinaires. Je vous ai parlé au tout début de ma présentation des webinaires, du webinaire de nos collègues de la DSP de l'Estrie. Donc, vous allez pouvoir retracer ce webinaire-là aussi. Alors, je vous invite vraiment fortement à aller jeter un coup d'œil puisqu'on a quand même été assez actifs au cours des dernières années dans l'adaptation des travailleurs au changement climatique. Je termine ma présentation en revenant sur cette diapositive-ci qui présente les membres de l'équipe de recherche pour la recherche que je vous ai présentée. Je souhaitais tout particulièrement remercier ma collègue Nectaria Nicolakakis qui m'a grandement aidée dans ce projet, surtout à le terminer dans la période COVID. Et donc, voilà, je tenais vraiment à remercier Nectaria. Et auprès de mes collaborateurs, je souhaitais tout particulièrement remercier et témoigner de l'excellent travail de notre collègue Philippe Gamache, qui, au début de ce projet-ci, qui faisait partie de l'équipe des statisticiens, qui, au début de ce projet de recherche-là, a cru grandement au projet, même si c'était quelque chose, un projet d'envergure qui pouvait sembler un peu fou là, avec la quantité de données qu'on allait devoir gérer. Donc, je tenais à remercier Philippe qui, malheureusement, nous a quittés ce printemps. Donc, mis à part ça, bien sûr, je remercie Santé Canada, je remercie les commissions des accidents du travail qui nous ont fourni l'ensemble des données pour ce beau projet. Et je vous remercie pour votre attention. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Alors, merci Ariane pour ta belle présentation. J'ai recueilli quelques questions justement dans le clavardage. Alors, je remonte le fil et ça commence avec Ablavi qui te pose la question suivante. Avez-vous tenu compte du fait que la tolérance physiologique de la chaleur diminue chez les personnes âgées comparativement aux jeunes et aussi du phénomène d'acclimatation? Plusieurs éléments de réponse à cette question. Non, dans l'étude réalisée, on n'a pas tenu compte de l'acclimatation. Puis en fait, c'est une bonne question. Il faudrait réfléchir comment l'intégrer éventuellement. Par contre, de façon générale, chez nos travailleurs, je ne sais pas ce qu'on entend par personnes âgées, mais nous, ce qu'on observe, c'est que les problèmes de santé reliés à la chaleur, on les perçoit surtout chez les jeunes travailleurs pour l'ensemble des hypothèses que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Autre élément de réponse, peut-être en lien avec l'acclimatation, et là, je me tournerai vraiment vers mes collègues de l'Estrie, peut-être pas ce midi, là, mais éventuellement, si jamais vous voulez faire un suivi, je sais que nos collègues de l'Estrie ont réfléchi grandement à l'aspect réglementaire en lien avec l'acclimatation des travailleurs à la chaleur. Donc, je vous invite peut-être à les contacter pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. J'espère que j'ai répondu au moins partiellement à la question. Je poursuis, Ariane. Il y a Marie-Claude, un peu plus tôt dans ta présentation, demandait si tu avais une ventilation par région ou seulement des résultats globaux, notamment pour le Québec. Si on revient à tes résultats là, de ton projet de recherche par objectif. Oui, super bonne question. Alors oui, dans le rapport de recherche que vous allez trouver sur le site web de l'INSPQ, les résultats sont ventilés par région économique. Idéalement, on aurait voulu faire par région socio-sanitaire, mais on avait une espèce d'enjeu entre chacune des provinces parce qu'on n'a pas des régions socio-sanitaires établies de la même façon dans les autres provinces. Donc, les résultats, vous les trouvez par région économique. Et je vous invite aussi à aller fouiller, si vous voulez avoir des informations plus précises, par exemple, sur les associations température et indemnisation par secteur d'activité économique. Je vous invite à aller voir le rapport publié en 2014 sur le site web de l'INSPQ. Vous allez trouver plus d'informations sur les associations estimées pour les secteurs d'activité économique. Ce que vous allez moins trouver dans le rapport qui porte sur les 5 provinces canadiennes. Excellent. Il y a Martine Lévesque qui te pose une question plus pour voir si tu as été interpellée à collaborer au VRAC Parc.
On peut peut-être expliquer un peu qu'est-ce que le VRAC Parc là, pour nos collègues ou les participants de ce webinaire. C'est peut-être pas tout le monde qui connaît le VRAC Parc. Je ne sais pas si tu peux expliquer un peu, Ariane, ou En fait, je ne peux pas expliquer le VRAC Parc parce que ce n'est pas moi qui en est responsable. Je porte à l'INSPQ, je porte deux chapeaux. Donc, le chapeau zoonose et le chapeau santé au travail actuellement. Donc, en zoonose, j'ai pu être interpellée. En santé au travail, je ne pense pas avoir été interpellée, mais je ne peux pas aller plus loin, malheureusement, Nathalie. Je pense que le VRAC Parc est sous la coordination de collègues en santé environnementale et qu'après, ils nous interpellent si jamais il y a des questions précises. Mais par contre, si jamais vous souhaitez m'interpeller, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Alors, certainement, c'est probablement dans les projets futurs pour le VRAC Parc, mais pour le bénéfice des gens là, à la maison, un peu partout, le VRAC Parc, on essaie dans les directions régionales de santé publique d'évaluer les vulnérabilités au climat et qui touchent la santé. Et par la suite, on va mettre en place, à partir justement des vulnérabilités de chacune des régions qui sont particulières, la Côte-Nord, la Gaspésie ne vit pas les mêmes choses, par exemple, que des régions plus urbaines comme Montréal et Québec. Mais après ce diagnostic-là, on va tenter de faire des plans d'action pour mieux préparer l'adaptation au changement climatique. Alors, on va arrêter là, mais on pourra vous revenir là, plus tard également avec des webinaires l'année prochaine sur ce qui se fait du côté du VRAC Parc. Nathalie, je peux peut-être juste compléter la réponse pour mentionner que idéalement, je vous suggère de contacter votre personne de référence en santé environnementale à l'INSPQ. Puis ensuite, c'est cette personne-là qui va pouvoir faire un contact direct avec moi s'il y a des questions précises en santé au travail. Je pense que c'est peut-être le meilleur des mécanismes plutôt que je sois interpellée à la pièce juste pour s'assurer que tout passe par vraiment les personnes qui sont responsables du VRAC Parc. Tout à fait. Puis je pourrais vous mettre le lien aussi. Il y a une page web concernant le VRAC Parc. Il y a actuellement 13 régions qui participent, qui sont en marche là, pour le VRAC Parc. On va revenir à nos moutons. Il y a un commentaire de Martine ici qui nous mentionne qu'il y a des entreprises auxquelles on pense moins. J'ai vu un électricien qui travaillait dans des bâtiments abritant des serveurs informatiques. Effectivement, hein, les chambres de serveurs dégagent énormément de chaleur. D'ailleurs, on essaie de récupérer aussi cette chaleur-là pour chauffer pour différents usages. Et c'est bon. Dans le fond, ces appareils dégagent beaucoup de chaleur. Il n'y a pas d'air climatisé souvent et c'est arrivé là, que des gens aient des coups de chaleur. C'est un commentaire. Merci Ariane, on te remercie. Oui, Nathalie, je peux rebondir là-dessus juste en mentionnant qu'effectivement, dans la littérature scientifique, on le voit, puis nous, on l'avait vu aussi en 2014, que les effets de la chaleur, ce n'est pas uniquement chez les travailleurs extérieurs. Ce n'est pas uniquement ce qu'on pense en premier en disant « Ah, c'est parce que tu travailles dehors, que tu es vraiment exposé au soleil et qu'il fait chaud. » Ce n'est pas le cas. On retrouve aussi des problèmes de santé, des accidents de travail en intérieur. Et j'en profite pour mentionner qu'effectivement, dans ce que nos collègues de l'Estrie avaient indiqué sur les impacts de la vague de chaleur, je ne veux pas m'empêtrer dans les chiffres. Quand je vais dire la vaste majorité, parce que je n'irai pas dire 14 travailleurs sur 14, mais ce n'est pas loin de ça pour lesquels les problèmes de santé étaient survenus et c'était des travailleurs qui étaient en intérieur, pas en extérieur. Alors, le temps file. On a une autre question de Geneviève qui nous demande quels sont les outils actuels dont vous proposez l'utilisation pour prévenir le coup de chaleur au-delà du calculateur de la SNES? C'est une bonne question. Je pense malheureusement que je ne suis pas la meilleure personne pour y répondre, mais je peux donner des pistes pour vous orienter. Je vous invite à contacter votre DSP qui va pouvoir mieux choisir et mieux vous suggérer, vous conseiller là-dessus. Sinon, je ferai référence effectivement à tout ce qui est publié par la CNSST. Je m'y connais moins, mais je sais que l'IRSST a aussi développé des outils pour évaluer les impacts de la chaleur ou certains seuils de la chaleur. Donc, je vous invite aussi à visiter le site web de l'IRSST pour trouver des informations à ce sujet-là.
Il y a Simon Baudouin qui demande si on peut utiliser le Wet Bulb Global Temperature pour l'analyse de la vulnérabilité de la population en général. Dans le fond, ton deuxième indicateur de température. C'est une Oui, question. c'est une bonne question. Je suis désolée, je réfléchis parce que je trouve que c'est une excellente question. Et je ne l'ai pas vu, mais je peux supposer que c'est possible. Après, il y a différents. L'ennui avec le Wet Bulb Globe Temperature, c'est que bon, nous, dans notre étude, on a calculé un Wet Bulb Globe simplifié, parce que pour avoir la vraie valeur du Wet Bulb Globe, il faut la prendre sur place avec un petit appareil. Donc, c'est comme un indicateur de température qui n'est pas si facile à obtenir. Pour la population générale, par contre, moi, j'ai déjà vu des études qui évaluaient l'association entre un problème de santé et l'humidex. Donc, l'humidex qui intègre quand même l'humidité à notre indicateur de température, qui semble quand même donner une meilleure lecture de la perception de la chaleur plutôt qu'une température simple. Mais pour savoir si le WBGT a déjà été utilisé dans des études pour la population générale, je ne l'ai pas vu, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je poursuis. Il y a Jérémy qui te dit, bon, super présentation. Et lui t'amène plus sur le terrain du fardeau associé justement au coût des accidents de travail et te demande justement, est-ce que c'est possible d'en connaître le fardeau actuel et futur des accidents de travail? Prochaine étude, prochaine recherche qu'on pourrait faire. Les travaux de 2014 ont été traduits en coût économique. Et je pourrais peut-être demander à Nathalie si tu peux mettre le lien de cette étude-là qui a été faite. Et elle avait été traduite à l'époque justement pour en lien avec les impacts des changements climatiques. Donc, il y a quand même quelque chose de pertinent là qui pourrait être fait. Puis avec les travaux de notre étude actuelle, je pense que ça pourrait être fait également, avec une multitude d'hypothèses de base, là. Mais ça pourrait être fait, effectivement, et ça serait probablement très intéressant pour influencer les décideurs. Parce que concrètement, ce qu'on voit de nos travaux, c'est que si on maintient la situation actuelle, il va y avoir vraiment des augmentations de problèmes de santé chez les travailleurs en lien avec le réchauffement climatique. Mais moi, je suis d'avis que si on met en place des mesures d'adaptation, si on change certaines choses qu'on fait actuellement, on va probablement améliorer tout ça dans le futur. Je ne sais pas si c'est un commentaire ou une question. Je vous lis ça de Marie-Claude. Durant les pannes des dernières semaines, nous avons eu beaucoup de travailleurs qui sont venus aider. Je ne peux pas savoir dans quelle région elle est exactement, mais nous n'avons pu avoir aucun suivi de la santé des travailleurs. La même situation lors des inondations de Sainte-Marthe. Avez-vous une idée comment on peut avoir un suivi lors de catastrophes? Bonne question. Oui, malheureusement, je ne pense pas être la bonne personne pour pouvoir vous répondre. Je ne sais pas, Marie-Claude, si tu es dans une direction, si vous êtes dans une direction de santé publique ou ailleurs. J'aurais tendance à vous référer à votre santé publique et à votre équipe de santé au travail dans votre direction de santé publique pour avoir plus d'informations. Peut-être un élément d'intérêt en lien avec les inondations. Par contre, on a un projet de recherche à venir qui va viser à documenter les impacts psychologiques des policiers, des pompiers, col bleu qui ont été impliqués dans la gestion des inondations. C'est un projet qui avait débuté avant la pandémie, qui s'est arrêté et qui devrait repartir bientôt. Donc, dans le futur, on aura plus d'informations peut-être sur les impacts sur la santé mentale des travailleurs qui sont très, très sollicités lors d'événements météorologiques extrêmes comme des inondations. Alors, le temps est écoulé, il est déjà 1 heure. Malheureusement, il y a encore des questions dans le chat, mais on va être obligé de terminer notre webinaire. Encore, merci beaucoup, Ariane, de t'être prêtée au jeu, d'avoir répondu à nos questions.
Je peux aussi remercier à la technique notre collègue Guillaume. Guillaume, j'oublie ton nom de famille, en tout cas Guillaume, Gravel-Pilote, excuse-moi, qui était aussi en coulisses. Alors, merci. Il s'agit de notre dernier webinaire de la saison, mais nous reviendrons l'année prochaine, certainement avec une toute nouvelle programmation qui sera conçue là, pour vous. Alors, merci de votre intérêt et de votre présence. Merci, Ariane. Je ne sais pas si tu veux le mot de la fin, Ariane. Moi, je vous dis à l'année prochaine. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention et je nous souhaite un bel été chaud, mais pas trop dangereux pour nos travailleurs. Très beau mot de la fin. Merci. Au plaisir tout le monde. Au plaisir.